Le naufrage du Joola a coûté la vie à plus de 730 personnes selon le dernier bilan. La colère gronde à Dakar. Le navire surchargé n'était pas fait pour affronter la tempête. Négligence, irresponsabilité, comme le confirment les témoignages des rescapés, documents dans ce journal. Nicolas Sarkozy souhaiterait regrouper en Corse les détenus près de leur famille, un geste qui n'est pas commenté pour l'instant par les nationalistes, mais faisait partie de leurs revendications. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, ils pourront bientôt acheter leur prochaine voiture au plus bas prix, puisque les concessionnaires vont pouvoir s'aligner sur les tarifs les plus intéressants. Et puis l'événement cinématographique, la sortie mercredi prochain du dernier film de Steven Spielberg, Minority Report avec Tom Cruise, sans doute son meilleur film, dit-on, un film d'anticipation, un saut vers un futur proche. Madame, Monsieur, bonsoir. Les scènes de colère se multiplient à Dakar alors que sont rapatriés les corps des victimes. Le naufrage du ferry aura coûté la vie à près de 730 personnes. 350 sont toujours portés disparus. Le président sénégalais a assuré que la responsabilité de l'État était engagée avec une certitude, l'accumulation de fautes et de négligences. Le navire était en surcharge, comme le montre ce document filmé par un amateur très peu de temps avant le naufrage. Le ferry a été abordé par une multitude de pirogues permettant à des passagers clandestins de monter à bord. Les derniers instants du Joola, Richard Binet, Gilles Jacquier. C'était quelques heures avant le naufrage. Le Joola, en provenance de Ziguinchor, mouille au large des côtes casamançaises. Il est surchargé. Déjà, il gîte dangereusement. Les bateaux-taxis continuent d'amener de nouveaux passagers. 5 € le voyage. Ils ne sont pas enregistrés. Nul ne s'en étonne, le Joola est le seul et unique moyen de rallier Dakar depuis la Casamance. La pluie, l'orage, les éclairs et enfin le vent. Les bateaux-taxis rebroussent chemin. Quant au Joola, il disparaît dans les brumes. C'est son dernier voyage. Charlisa a voulu témoigner. Il est venu nous rejoindre ce matin à Dakar. Installé depuis 5 ans en Casamance, il a accompagné son épouse et ses 2 enfants jusqu'à l'embarcadère. Ma famille est partie, moi je suis resté. Je devais partir, mais je ne suis pas parti. Je devais partir avec eux. Je venais pour faire un stage pour 2 mois. Avec les petits. Ah ouais. Voilà. Il avait 1 an. Hein. Dignité dans le deuil, toute la journée, les familles des disparus ont attendu sous le soleil de Dakar pour accéder à ce simple panneau et tenter de retrouver l'un des leurs. Un passage aussi difficile qu'obligé, quand l'incertitude devient souffrance. J'ai mon fils aîné. Mon fils aîné qui était dans le bateau. Qu'est-ce que vous faites depuis ce moment-là? Vous allez à l'hôpital, vous cherchez des informations? Ouais, je vais un peu partout pour voir, mais jusqu'à présent. Vous n'espérez plus trop? J'espère. Ouais. Le président Abdoulaye Wade l'a reconnu lui-même, le Joola n'était peut-être pas destiné à naviguer en mer. Il a constitué une commission d'enquête pour établir la vérité, pour établir les responsabilités à tous les niveaux. Les opérations de secours se poursuivent sans grand espoir. Désormais, les équipes ont surtout en charge de repêcher les corps. Aujourd'hui, le président Wade a demandé à chaque Sénégalais, chrétien ou musulman, de dédier cette journée de dimanche à la prière pour les morts. Au total, 104 personnes ont pu être sauvées. La plupart sont hospitalisées. Martine Laroche-Joubert. Devant l'hôpital de Dakar, l'espoir des familles s'évanouit face à la liste des survivants. Une liste très brève, quelques dizaines de noms seulement. À l'intérieur, des rescapés, comme sidérés d'être vivants, hantés par la mémoire des disparus. Une pensée pieuse pour ceux qui sont restés, parce que je me dis que je ne suis pas mieux qu'eux,
n'est-ce pas? Donc c'est une chance d'être en vie. C'est le bon Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous étiez deux accrochés à une bouée. Oui, on était deux. Maintenant le gars était fatigué, il me demandait, il a voulu lâcher. J'ai dit non, ne lâche pas, il ne faut pas lâcher, puisque l'essentiel a été déjà fait. D'autres survivants, une trentaine, choisissent le silence dans leur chambre d'hôpital. Le choc est trop fort. Dehors, le président du Sénégal affronte une foule en colère. Ce bateau était en fait un bateau pour les rivières, pour les fleuves, pour les lacs, mais il n'était pas fait pour la haute mer. Des explications qui ne suffisent pas à apaiser la souffrance des familles. C'est l'heure de la reconnaissance des proches, d'après ces premières photos. Des disparus qui, par une ironie tragique de l'histoire, avaient évité la route entre la Casamance et Dakar, trop dangereuse à cause de la rébellion armée. Ils avaient choisi la mer, par sécurité. En Côte d'Ivoire, l'armée française a répondu à l'appel du gouvernement par un soutien logistique militaire. Dès l'aube, au nord du pays, à Korogo, près de 300 personnes françaises et étrangères ont été évacuées. Une opération qui a été faite conjointement avec des soldats américains. Christian Autain. Ces citoyens français et étrangers sont maintenant en sécurité. Ils sont arrivés ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. 300 au total ont ainsi quitté précipitamment la ville de Korogo, située au nord du pays. Une vingtaine d'autres doivent encore être évacués. Les opérations ont été conduites par les militaires français. À 4h30 ce matin, j'ai lancé une opération d'évacuation au profit des ressortissants étrangers volontaires de la ville de Korogo. Associer étroitement les forces aériennes et terrestres des États-Unis, présents aux côtés des Français, à Yamoussoukro. Les ressortissants ont ensuite été confiés aux autorités consulaires de leur pays. Il s'agit de la troisième évacuation menée par l'armée française depuis le début de l'insurrection. Korogo est l'une des premières villes tombées aux mains des mutins. L'armée française est également déployée près de la ville de Bouaké, l'autre verrou tenu par les insurgés. D'heure en heure, la situation s'aggrave après le départ des derniers ressortissants encadrés par l'armée française. Le ministre de la Défense ivoirienne annonce une offensive générale. Quant aux rebelles, ils continuent leur avancée. La ligne de front est extrêmement mouvante et un sentiment anti-français commence à s'installer chez les mutins. Notre équipe est l'une des dernières à être sur place. Reportage Éric Meunier, Bruno Giraudon. Bouaké est en partie vidé de ses habitants. La plupart des familles ont fui, craignant une contre-offensive gouvernementale annoncée d'Abidjan par la radio et la télévision nationale. Les seuls médias qui peuvent encore être captés ici depuis plusieurs jours. Seul le centre-ville est un peu animé. De petites manifestations plus ou moins spontanées sont censées montrer devant la caméra le soutien populaire aux mutins. Aux sorties de la ville, les insurgés veillent. À 60 km au sud, sur la route de Yamoussoukro, à Tibissou, de violents accrochages avec les forces loyalistes ont fait plusieurs blessés dans leur rang ces 2 derniers jours. Ce qui ne semble pas ébranler leur détermination, ni l'annonce hier d'un soutien logistique français à l'armée loyaliste. En fait, on ne sait pas, vous les Français, vous nous avez toujours effrayés, on ne sait pas, vous êtes toujours à gauche, à droite, au milieu, on ne sait pas où les Français sont justes. Voilà. Donc, on est là, on est serein, imperturbable. À 2 km, le dernier détachement français, officiellement là pour extraire le cas échéant les quelques dizaines de ressortissants français qui refusent toujours de quitter la ville. Mais une position française qui interdit de fait la route de l'Est aux mutins si ceux-ci voulaient lancer une opération pour prendre à revers l'armée loyaliste. Sur le plan militaire, une sorte de statu quo semble s'établir sur le terrain. Un statu quo qui devrait permettre aux gouvernementaux de se réorganiser, de se réarmer, qui pourrait laisser la place aussi aux discussions politiques. En effet, c'est dans ce contexte très incertain qu'un sommet extraordinaire réunit aujourd'hui au Ghana les chefs d'État des États d'Afrique de l'Ouest pour tenter de trouver une solution à la crise ivoirienne. Le président sénégalais a proposé une mission de médiation et la mise en place d'une force composée de contingents de chaque pays avec la nécessité de trouver une solution rapide. Une force d'interposition de quelques milliers d'hommes pourrait être envoyée. Reste l'opposition des acteurs essentiels de cette crise. Le gouvernement ivoirien veut régler seul le conflit. Quant aux mutins, ils refusent catégoriquement toute intervention étrangère.
Enfin, à Paris, plus d'un demi-millier de personnes, en majorité des Ivoiriens, se sont retrouvées place du Trocadéro pour soutenir le président en place, Laurent Gbagbo, et donc s'opposer à la mutinerie. Les manifestants ont entrepris une marche pacifique vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. En France, Nicolas Sarkozy annonce que les condamnés corses seront désormais détenus près de leur famille. Information révélée par le journal du dimanche, une revendication longtemps réclamée et qui semble aboutir avec le regroupement décidé par le ministre de l'Intérieur des prisonniers politiques. Un geste qui n'a pas encore été commenté par les nationalistes. Gilles Marinet, Nathalie Jourdan. Un mur de prison fictif, des portraits de militants emprisonnés. C'était au mois d'août dernier à Corté une manière pour les nationalistes de rappeler que le regroupement des détenus près de leur famille est la condition de la reprise du dialogue avec le gouvernement. 2 mois après s'être rendu en Corse avec le Premier ministre, Nicolas Sarkozy a donc accepté de regrouper certains détenus. Certains seulement, car la loi précise que seuls les condamnés sont concernés. 4 nationalistes sont dans ce cas. Les prévenus qui attendent encore leur procès, ils sont 27, resteraient incarcérés sur le continent, restriction contestée. Il va de soi que nous réclamons depuis le début le retour de tous les prisonniers politiques. Il est évident pour nous que ceux qui sont prévenus et dont l'instruction est close depuis plusieurs mois et qui n'en ont plus besoin de voir les juges d'instruction doivent aussi être rapprochés de leur famille sur la Corse. Quel que soit le nombre de prisonniers, le rapprochement pose un problème concret. En Corse, les établissements pénitentiaires, comme ici la maison d'arrêt de Borgo, ne sont pas habilités à recevoir des condamnés à de longues peines. Aménager les structures existantes, créer un nouvel établissement, la question est désormais posée à Pierre Bédier. Chargé des programmes immobiliers auprès du ministre de la Justice, il se rendra en Corse le 9 octobre. Il n'en fallait pas davantage pour qu'un parti breton exige qu'une même mesure soit appliquée à ses militants en détention. Il s'agit du parti de la gauche indépendantiste bretonne, MGAN, dont certains activistes sont détenus en région parisienne. Paris, 25 juillet 1995, l'attentat à la station Saint-Michel coûtait la vie à 8 personnes, faisant 150 blessés. Paris, station de métro Maison-Blanche, 6 octobre, nouvel acte terroriste, comme l'attentat de la station Musée d'Orsay, 10 jours plus tard. Une année noire, celle d'un terrorisme actif qui a frappé aveuglément la capitale. C'est mardi que la Cour d'assises spéciale de Paris tentera de déterminer les responsabilités des 2 accusés dans le box. Florence Bouquilla et Caroline Katia-Boisson ont rencontré le père d'une des victimes de Saint-Michel. Cela fait bientôt 7 ans. 7 ans que cet homme attend que soient jugés les auteurs de l'attentat dans lequel sa fille a été tuée. Sandrine avait 24 ans. Elle allait devenir styliste. Elle était à bord de la 6e voiture de la rame du RERB le 25 juillet 1995 à Saint-Michel. Saint-Michel, 8 morts, 150 blessés. L'attentat le plus terrible, attribué au réseau du GIA, le groupe islamique armé algérien. 2 de leurs membres seront dans le box des accusés. Le père de Sandrine est policier. Pendant les longues années d'enquête, respectueux de l'ordre, il a refusé de se plaindre. Mais aujourd'hui, il exige de connaître la vérité. À l'approche du procès, je crois que l'ensemble des parents des victimes, comme l'ensemble des blessés, on désire apprendre quelque chose qui me permettra de dire ouf, ça y est, bon ben, ils ont agi pour tel motif. Dans 48 heures, il fera face aux 2 membres du groupe islamique armé et il a des choses à leur dire. Je veux que ces auteurs présumés se rendent compte qu'ils ont commis des actes abominables, atroces, odieux. Donc je dis un pays pour la France, comme la France, pays droit de l'homme, ces gens n'ont pas agi de la sorte. Oui. 182 victimes, directes ou indirectes, se sont portées partie civile dans le procès qui s'ouvrira mardi pour faire entendre leur voix, pour défendre la mémoire des disparus. Dans cette actualité parfois si lourde, un geste accompli au bon moment par un ambulancier qui a permis de sauver un bébé prématuré grâce aux indications qu'il recevait par téléphone d'un médecin du SAMU. Une vie sauvée. Christophe de Valembras, Philippe Ritten. La petite Noémie est née hier midi. Selon l'expression consacrée, le bébé se porte bien, mais il s'en est fallu de très peu. Richard Gonin est ambulancier privé. Hier, le SAMU le mobilise pour un accouchement d'urgence. Quand il arrive sur place, il est confronté à de graves complications. L'enfant arrive on voit ses petites fesses, il sort déjà ses petites jambes, tout ça, les bras et tout. Et après, au niveau de la tête, c'est là que le problème arrive parce que
Chez un nourrisson, la tête est toujours plus importante au niveau diamètre que le corps, et donc c'est là que ça posait problème. L'enfant risque l'asphyxie. Il faut pratiquer d'urgence un geste médical précis. Par téléphone, un médecin du SAMU guide Richard. L'enfant est sauvé. Quand on arrivait vraiment à faire ce geste et reposer l'enfant dans les bras de sa mère et au premier cri, et tout le monde est heureux. C'est vrai qu'on a une petite larme qui coule aussi, quoi. Hier, le médecin du SAMU a dû se résoudre à faire pratiquer la manipulation à distance, car les équipes dépêchées sur place risquaient d'arriver trop tard. Heureusement, les médecins se préparent à ce genre de situation. De plus en plus, effectivement, on incite les médecins régulateurs à se former à cette technique de communication pour pouvoir être capable d'apprendre rapidement un geste à des témoins, à des secouristes, dans les meilleures conditions. Chapeau, c'est mon boulot. Je leur dis merci. Ouais, parce qu'ils n'auraient pas été là. Mais heureusement, Richard était là avec son téléphone portable. Plus tard, Noémie lui passera peut-être un petit coup de fil pour le remercier. Ceci nous amène à la chaîne de l'espoir avec l'arrivée de 5 enfants afghans qui souffrent de graves malformations cardiaques et qui seront opérés dès demain. C'est Muriel Robin, marraine de cette association, qui les a accueillis à Roissy. Commence pour ces jeunes patients une longue trajectoire avec la guérison au bout. Sophie Rodier, Maya Lusni. Des larmes de bonheur pour ce médecin afghan. Ces 5 petits protégés ont bien supporté le voyage. Ils ont quitté la banlieue de Kaboul il y a 24 heures pour subir une opération chirurgicale. Et parmi les bénévoles, une marraine célèbre pour les accueillir. Vous voyez comme c'est fort, ces enfants qui sont beaux, ils sont intenses, ils dégagent qu'ils sont dignes, ils dégagent quelque chose de... Et on sait que voilà, leur vie va être sauvée. Alors il y en a tant d'autres à sauver, mais en fait je trouve que là on est avec ces 5-là. Comme les autres enfants, Rohula, 13 ans, souffre d'une grave malformation cardiaque, inopérable dans son pays. Manque d'infrastructures et de spécialistes. À l'hôpital, une échographie confirme le diagnostic. Son sang n'est plus oxygéné. Sans intervention, Rohula risque la mort. Ces enfants, quand ils ne meurent pas par manque d'oxygène, souvent ils ont des complications neurologiques dramatiques. Donc il est absolument crucial de leur remettre le cœur bien. Un jeu, une photo. Avant l'opération, tout est bon pour détendre l'atmosphère. Rohula passera au moins 6 semaines dans une famille d'accueil, mais il a le moral. Je lui demandais s'il était heureux, s'il était content, etc. Et comment je pourrais pas être content? Je vais guérir. Chaque opération coûte 4 000 €. L'association en finance une centaine tous les ans. L'espoir, c'est de construire un hôpital à Kaboul capable d'accueillir ces enfants malades. Tu veux pas me voir un petit peu? L'actualité économique avec la chute de la bourse qui coûte particulièrement cher aux petits actionnaires. Ils se sont d'ailleurs regroupés pour tenter de se défendre. Ce sont bien souvent toutes leurs économies qui ont fondu, avec notamment les actions France Télécom qui ont dévissé. David Boéry, Guillaume Viard. La résistance s'organise. Laminés par la chute des actions en bourse, les petits porteurs se rebiffent et ne veulent plus investir sans rien dire. Objectif pour ces associations d'actionnaires, s'unir pour devenir un contre-pouvoir au sein des grandes sociétés cotées. L'optique, c'est d'exister. Aujourd'hui, les seuls qui ont pris des risques dans les entreprises sont en dehors de la direction de l'entreprise. Donc nous voulons qu'ils soient présents et pris en considération. Ils sont plus de 7 millions d'actionnaires individuels en France et beaucoup ont presque tout perdu. Exemple, France Télécom, 1 600 000 actionnaires et une chute de l'action de 82% depuis le 1er janvier. Chez Vivendi Universal, le placement des quelques 700 000 petits porteurs a fondu de 78% cette année. Face à la crise, Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, a remis un rapport qui préconise notamment plus d'autodiscipline pour les patrons. C'est nettement insuffisant pour les petits porteurs. La démocratie au sein des entreprises n'existe pas et ce rapport Bouton, ni plus ni moins, c'est d'entériner le caractère monarchique des chefs d'entreprise. Reçu cette semaine à l'Assemblée nationale, les associations préparent leur propre texte. Une charte commune pour réclamer plus de transparence et de contrôle dans les conseils d'administration. Malgré le soleil radieux, le mondial de l'automobile en un week-end a déjà attiré plus de 120 000 visiteurs. Le salon est d'ailleurs ouvert jusqu'à 22 h et comme depuis la dernière édition du mondial, les allées ont été élargies pour éviter la cohue.
L'actualité automobile qui concerne tous les conducteurs. De nouvelles réglementations chez les concessionnaires vont entrer en vigueur. On pourra désormais acheter en France au plus bas tarif des voitures qu'il fallait aller chercher jusqu'à présent en Europe pour faire une bonne affaire. Luc Bazizin, Christian Marimono. Une vitrine unique pour une seule marque dans un même territoire, c'est encore la règle du jeu pour vendre des voitures. Mais dès mardi 1er octobre, le règlement va changer dans la distribution automobile. Les concessionnaires auront la possibilité de distribuer plusieurs marques dans un même magasin. En revanche, ils auront l'obligation de séparer vente et après-vente. Et dans 3 ans, leur exclusivité territoriale disparaîtra. C'est-à-dire que n'importe quel vendeur d'un autre pays européen pourra venir concurrencer un concessionnaire sur son territoire. De quoi faire pression sur les prix puisque tous les pays ne profitent pas des voitures au même tarif. Et la France a toutes les chances d'attirer ses voisins. Notre taxe nationale étant la moins élevée, les véhicules venant du Danemark, de Grèce ou d'Irlande seront vendus automatiquement moins cher chez nous. Des prix plus avantageux, pratiqués sans faire d'efforts. Maintenant, on amène la concurrence chez le consommateur en permettant aux différents distributeurs de se faire concurrence l'un avec l'autre dans les différentes régions d'un pays et parmi les différents pays. Ça, c'est ce que souhaite Bruxelles, mais les constructeurs ont 3 ans pour se retourner et il ne faut pas se faire d'illusions, les prix s'harmoniseront, mais sûrement pas à la baisse. Comme aujourd'hui, le prix moyen est très proche du prix France ou du prix Allemagne, cela va conduire à relever significativement les prix au Danemark, par exemple, et aux Pays-Bas. Ni faveur, ni catastrophe envisagée donc sur les prix français. Pour le moment, seul l'Internet permet d'aller chercher tout de suite des véhicules moins chers hors de nos frontières. Mais les bonnes affaires risquent de ne plus durer longtemps. Et demain soir, complément d'enquête, l'émission de Benoît Duquesne sera entièrement consacrée à la voiture. La colère des motards s'exprimait aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers d'entre eux se sont retrouvés devant le château de Vincennes avant de circuler dans le centre de la capitale. Ils veulent sensibiliser l'opinion publique au danger des infrastructures inadaptées aux 2 roues et réclament une vraie politique de prévention. Venons-en à ce référendum qui n'a aucune valeur légale puisqu'il fait participer des étrangers qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ça n'a pas arrêté les maires de Stein et de l'île Saint-Denis d'organiser cette consultation. Les raisons du référendum passent en réalité au 2e plan. L'essentiel, c'est d'avoir voix au chapitre pour les étrangers. Arnaud Boutet, Frédéric Basile. Sur le trottoir, le pas un peu rapide marque une certaine nervosité. Bureau numéro 4. Mohamed attend ce moment-là depuis près de 6 ans. Et il n'est pas le seul. Ganfi Mohamed. C'est bon, allez-y monsieur. À voter. C'est la première fois que vous signez un parapheur? C'est la première fois. Premier vote? Premier vote. Première réaction, c'est quoi? Fier et content en tous les cas de pouvoir donner mon avis, de pouvoir m'exprimer sur ce qui va se faire sur la ville, quoi. Et donc c'est un honneur en tous les cas de pouvoir le faire pour la première fois. À voter. J'ai passé 20 ans en banlieue. Et je n'ai jamais voté, c'est la première fois que je viens voter dans ma vie. Je vais avoir bientôt la 50aine et heureusement je viens voter avec mon fils. Pour ou contre le rattachement à la communauté de communes. À Stein, l'objet du référendum local devient presque secondaire. On ne parle que du vote de tous les étrangers. Illégal, annonce la préfecture, qu'importe, répond la mairie. Depuis le traité de Maastricht, les étrangers communautaires ont le droit de vote. Donc on ne peut plus dire que le droit de vote est rattaché à la nationalité. C'est déjà dépassé. Donc allons jusqu'au bout et accordons aussi aux résidents étrangers ce droit de vote qui serait qu'une question de justice et puis d'intérêt général. Mais l'initiative ne plaît pas à tout le monde. Il ne faut pas se mettre dans l'illégalité à cause de ça. 1500 nouvelles cartes d'électeurs ont été envoyées. Elles ne peuvent servir qu'une seule fois. Et devant l'isoloir, ce qui prévaut avant tout, c'est la fierté. Il nous fait l'honneur de nous envoyer la carte d'électeur comme tout le monde et puis on a voté puis on la garde aux gens de notre poche. Et vous allez la garder cette carte? Absolument. Ah oui. Absolument. Le maire risque une condamnation et se dit prêt à payer le prix pour relancer le débat sur le vote des étrangers. Élection municipale à Vitrolles pour ce premier tour dimanche. Quels sont les résultats ou les estimations, Michael Darmon? Les Maigret vont-ils retrouver le pouvoir?
Bien, écoutez, pour ce soir, on ne pourra pas le dire. En tout cas, sur plus de la moitié des bulletins déjà dépouillés, on peut donc exprimer cette tendance. La liste de Catherine Maigret obtient 39,9% des voix. Elle est suivie par la liste de M. Guy Aubineau qui rassemble la gauche unie qui obtient 29,26% des voix. En troisième position arrive Dominique Tichadou avec 11,94% des voix. Dominique Tichadou est le candidat dissident du Parti socialiste. Alors, ce soir, bien sûr, deux questions. D'abord, quels seront les résultats des tractations qui vont se dérouler dès cette nuit même à gauche pour savoir dans quelle modalité on arrive à une fusion, à une union des listes, et quelles seront les attitudes des comportements des électeurs de l'UMP et de l'UDF. On se rappelle qu'en mars 2001, Catherine Maigret l'avait emporté avec 200 voix d'écart seulement, donc on s'oriente vers un deuxième tour très serré à Vitrolles. Merci Michael Darmon. L'actualité internationale, Yasser Arafat a retrouvé sa liberté de mouvement. Il est sorti de son QG après le retrait de l'armée israélienne. Le chef de l'autorité palestinienne appelle à un cessez-le-feu total. D'après nos dernières informations, l'armée israélienne aurait réimposé ce soir le couvre-feu à Ramallah. Charles Anderlin. Sous la pression américaine, l'armée israélienne lève le siège du QG d'Arafat à Ramallah. Et les combattants qui étaient cloîtrés dans ces immeubles en ruine sortent pour la première fois depuis 10 jours. Des Palestiniens viennent manifester leur soutien à Yasser Arafat, qui fait une apparition. 2 ans après le début de l'intifada, la preuve vient d'être à nouveau faite. Lorsque l'administration américaine ne veut pas d'une opération israélienne, eh bien le cabinet Sharon est obligé d'obtempérer. 1 heure plus tôt, à quelques centaines de mètres de là, des écoliers lançaient encore des pierres sur des jeeps israéliennes. Pour ces adolescents, l'intifada est loin d'être terminée. Rien n'a changé en 2 ans. Le peuple palestinien se bat, mais personne ne nous aide. Que voulez-vous faire quand vous serez grand? Je ne sais pas, on ne connaît pas l'avenir. Peut-être que je serai blessé ou tué. Je ne suis pas d'accord avec lui, ce sera ou nous ou les Israéliens. Rien de tout cela pour les jeunes Israéliens qui profitent d'un jour de fête sous bonne garde. Il faut arrêter cette guerre, que notre président fasse quelque chose pour arrêter cela, sinon il y aura beaucoup de morts. Pour arrêter l'intifada, il faut leur donner un peu de territoire, pas trop, et après on fera la paix. Selon tous les sondages, la majorité des Israéliens considèrent qu'un accord ne pourrait être envisagé qu'après la fin de l'intifada. Au Yémen, devant l'ambassade de Grande-Bretagne, cette fusillade à Sahana, 4 victimes, dont 2 policiers et plusieurs blessés. C'est un incident qui est à l'origine de ce très violent accrochage. À Riyad, en Arabie Saoudite, l'explosion d'une voiture, sans doute piégée, a tué un homme. On ignore s'il s'agit du propriétaire, qui est un ressortissant allemand. Symbole de la dévotion et de la piété, Mère Teresa a offert sa vie aux malades de Calcutta. Aujourd'hui, une nouvelle étape se déroulait au Vatican avant de béatifier la religieuse d'origine albanaise. Isabelle Stess, Dominique Merlin. Ses fidèles en avaient fait une sainte déjà de son vivant, mais seul le pape, parmi ses fervents admirateurs, a le pouvoir de sanctifier Mère Teresa. C'est ainsi qu'après la mort de la petite sœur des pauvres de Calcutta, Jean-Paul II avait autorisé l'ouverture du procès en béatification sans attendre les 5 ans de réflexion réglementaire. Pour être béatifié, il faut démontrer, dans la mesure où nous, êtres humains, pouvons le faire, la sainteté de la vie d'une personne. Puis, une fois que nous avons étudié la vie et les vertus, il faut que Dieu confirme notre avis par un miracle. Si les vertus chrétiennes de Mère Teresa ne sont plus à démontrer, son miracle serait la guérison d'une indienne atteinte d'une tumeur. 5000 pages racontent ainsi sa vie, son œuvre, dans le cadre d'un procès commencé il y a 4 ans à Calcutta et qui arrive à son terme à Rome en un temps record. Le pape pourrait autoriser dès la semaine prochaine la béatification de la religieuse albanaise, prix Nobel de la paix, qui fut une amie chère. C'est une amitié forte et une dévotion forte. Donc c'est comme si il considérait comme son devoir de faire quelque chose pour la Mère Teresa, qui probablement
a fait beaucoup pour les papes à son tour, dans le sens qu'il l'a encouragé dans certaines directions, dans cette sensibilité pour les pauvres. Si le pape a peu d'espoir de se rendre une nouvelle fois à Calcutta, il tient à béatifier personnellement Mère Teresa. Ce sera probablement dans quelques mois à Rome. Les parents d'enfants handicapés manifestaient aujourd'hui au Champ de Mars, réclamant une nouvelle fois que le dispositif qui permet de scolariser leurs enfants soit pérennisé. Grâce à des auxiliaires de vie scolaire, certains d'entre eux peuvent aller à l'école, mais c'est loin d'être le cas de tous. Faute d'encadrement spécifique, on estime qu'un enfant handicapé sur 2 ne peut être scolarisé comme les enfants de son âge. Eleonore Gay et Patrice Brugère ont rencontré une famille qui témoigne. Il lui en a fallu du courage à Maryse pour accomplir cet exploit. Se tenir debout, faire quelques pas. Atteinte d'une déformation de la colonne vertébrale à la naissance, elle aurait pu rester paraplégique. Alors pour cette petite fille de 6 ans qui vient d'entrer en CP, difficile de comprendre pourquoi l'école ne l'accueille qu'à mi-temps. Quand je viens la récupérer le matin, à 11h30, tout le monde, au revoir Maryse, à demain Maryse, tout le monde il vient lui faire un bisou. Bon, il est accepté vraiment par tout le monde. Et c'est dommage qu'il y a cette porte fermée. Pour se déplacer, pour saisir un objet, Maryse a besoin d'une aide permanente. L'année dernière, nous l'avions rencontrée à l'école maternelle. Grâce à leur ténacité, ses parents avaient obtenu la création d'un poste d'auxiliaire de vie, cette jeune femme qui permettait à la petite fille d'être scolarisée. Cette année, pour la rentrée en CP, la famille pensait pouvoir inscrire Maryse comme les autres enfants, comme Jennifer, sa sœur jumelle, elle aussi en CP. Mais la nouvelle auxiliaire, Cindy, ne vient que le matin à l'école. Okay. Si Cindy n'est pas là, tu peux y aller quand même? Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Un fantôme. Pour ne pas prendre de retard, c'est avec sa mère que Maryse révise ses leçons à la maison. C'est une question d'argent. C'est une question qu'à tout prix on doit mettre les enfants en échec. Dès qu'il y a un problème, on va continuer à les enfoncer. C'est ça l'intégration qui m'explique souvent parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas compris. En France, faute de financement, un enfant handicapé sur 2 ne peut être scolarisé. Pas de quoi décourager les parents de Maryse. Ils vont continuer à se battre pour elle. Une drôle d'ambiance hier à Bègle avant le match de rugby qui opposait les joueurs girondins au Stade Français. Rififi entre Gérard Depardieu et Noël Mamère. L'acteur français s'en est pris au député maire de Bègle. Voici comment et pourquoi. Florent Gautreau, Philippe Dumail. Le texte n'est pas long, mais l'acteur a du talent. Dans cette soirée très VIP, Depardieu a réussi à éclipser la victoire de ses protégés contre le Stade Français. Il faut dire que la plus belle empoignade de la soirée avait eu lieu avant la rencontre. Le maire de Bègle, Noël Mamère, ayant refusé de venir au match pour dénoncer l'arrivée du millionnaire algérien Rafik Khalifa comme partenaire du club girondin. Il y a un monsieur qui est proche du régime algérien, que j'ai toujours condamné pour ses tortures, pour la manière dont il traite les Kabyles et ses minorités, pour cette participation active comme celle du général Nézar à des tueries. Et cet homme, qui est un très riche Algérien, est un des soutiens de ce régime. Mamère 1, Depardieu 0. Mais au cours d'une conférence de presse musclée, l'acteur a défendu son ami Rafik Khalifa, un jeune homme qu'il trouve, selon ses propres termes, génial. Il n'en dira pas autant de Noël Mamère. Mamère Depardieu, match nul. Il a peut-être chié dans son froc en velours. Je pense que les Verts sont plus intelligents que ce qu'il a dit et des propos qu'il a tenus qui sont proches des propos racistes. Au cœur de la polémique, un jeune millionnaire algérien de 35 ans, Rafik Khalifa, dont la compagnie aérienne Khalifa Airways sponsorise déjà l'Olympique de Marseille à hauteur de 3 millions d'euros par an. Mais Khalifa, c'est aussi une télévision privée, une banque et des sociétés d'assurance et de gardiennage. Rafik Khalifa, lui, se montre peu, mais il n'hésite pas à afficher des signes extérieurs de richesse. Hier soir, les 5 jets privés qui ont survolé le stade à quelques minutes du coup d'envoi appartiennent au millionnaire algérien. Et comble d'ironie, l'autorisation de survol a été donnée par le maire de Bègle, un certain Noël Mamère.
L'été indien à Paris avec 20 000 coureurs au départ de la course Paris-Versailles. La ligne de départ se trouvait à la Tour Eiffel. Plus de 16 km à parcourir. Des concurrents et concurrentes bien décidés à arriver, quelle que soit la difficulté du marathon. Chez les hommes, c'est un Éthiopien qui est arrivé en tête en 48 minutes 37 secondes. C'est une Kenyane pour la 3e fois consécutive qui s'est imposée à l'arrivée en 53 minutes et 52 secondes. La Coupe de l'Amérique avec à Auckland, en Nouvelle-Zélande, les éliminatoires. 9 équipes représentant 6 pays vont s'affronter. Parmi elles, le défi français. Areva, 80 000 personnes sont venues regarder ce défilé nautique, encourageant surtout les tenants du titre, la Team New Zealand, à 3 jours du départ. Cinéma avec l'événement Spielberg, le réalisateur américain, dit-on, signe là l'un de ses meilleurs films, Minority Report avec Tom Cruise, un film d'anticipation qui raconte comment une société arrive à se débarrasser des meurtres grâce à des oracles qui peuvent prédire les crimes. Marie-Jo Jouan, Daniel Lévy. Ils se sont guettés, attendus pendant 20 ans et se sont trouvés les 2 hommes les plus influents d'Hollywood, Tom Cruise et Steven Spielberg. Presque une légende aujourd'hui pour des cinéastes français comme Luc Besson ou Patrice Lecomte. Ça fait partie des films incontournables. Non, ce qui m'agace, c'est que ça sort le même jour que le film que j'ai fait. Je pense que moi, si j'étais Spielberg, j'aurais... On est en 2054, voilà à quoi ressemble la prison du futur. Quant à Tom Cruise, il est l'agent de la compagnie Pre-Crime, sous les ordres de Max von Sydow. Vous laissez sortir ça, chef. Le règlement l'interdit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que le règlement interdit ici? Les victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent. Une compagnie qui débusque les criminels avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Quand on se met à fantasmer sur le monde actuel, on se dit que seule une intervention miraculeuse ou spirituelle pourrait sauver le monde. La magie de la science-fiction, c'est qu'on peut tout imaginer. Que se passerait-il si c'était vrai? Bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est Whitworth, c'est lui qui m'a piégé. Il m'a piégé. Calme-toi, John, je t'en prie. Il m'a piégé, oui, Whitworth, c'est Whitworth. Oui, et qui est la victime? Un mec. Qui? Un mec, Léo Crow. Qui est-ce? J'en ai aucune idée. Spielberg, faut s'accrocher pour le suivre. Il a un esprit tellement acéré, tellement créatif, que ce soit quand il réalise ou bien lorsqu'il raconte une histoire. Un conteur d'histoire qui s'est servi ici du récit de Philippe Cadic, l'auteur de Blade Runner, pour parler d'un sujet qui quelquefois frôle l'actualité. C'est construit comme un thriller, pas une minute pour respirer. Spielberg, s'il change de genre, n'a pas perdu le sens du rythme. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, urgence. 0h30, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Louis Schweitzer, le PDG de Renault. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de la garde républicaine qui ouvrait ses portes ce week-end. Vous pouvez découvrir sur ces images les grenadiers de l'empereur. La garde républicaine a été constituée il y a 8 siècles.